Hello, my name is Shayma Afi. I'm a PhD student at Ibn Zohar University Faculty of Sciences. And today I'll be presenting to you my work entitled Aridity's Impact on Morocco's Algal Tree, Analyzing Morphological, Ecophysiological, and Biochemical Parameters in the Face of Climate Change Challenges. And this work enters in the DARID project, which is the development of the agriculture in vulnerable areas. It is financed by Green Climate Fund in Onzoa and is carried out throughout a convention between the University of Ibn Zohar and the National Institute of Agricultural Research in Agadir. So before we get into the presentation, I'd like to thank my supervisors, Professor Fouad Msanda, Dr. Hallam Jamal, and Dr. Aitab Naima. So to present this work, I decided to follow the following steps. So we're going to start with an introduction, the problematic, literary review, objectives, methodology, results, in discussion, conclusion, and some recommendations. So the algal tree, as we all know, is an endemic species and the only representative of the Sapotacea family in Morocco. It is ranked among the largest forests and also declared protected species by UNESCO. This tree covers an area of 800,000 hectares and covers a stripe extending from the Safi region to the Saharan fringe, around Wad Noun in the south, along with some isolated colonies, and it's currently found in southwestern arid and semi-arid zones in Morocco. This tree is also known for having so many interests, including ecological, sociological, medicinal, and pharmaceutical, and last but not least, also economical interests. However, due to the reduction in precipitation and the increase in temperature, we started suffering from two of the major climate change issues with our water deficit and drought. And these two phenomena started affecting all sorts of plants at different levels, and those changes can be observed and found at morphological, ecophysiological, and biochemical scales. Unfortunately, algal tree is no exception. So according to the literature, Morocco finds itself facing multiple impact of climate change, rising temperature, intensified heat waves, diminished precipitations, and erratic rainfall patterns have become all too familiar. The following image demonstrates the prediction of precipitation and temperature change toward 2071 and 2099, showing a lower precipitation and higher temperature. This results in frequent and severe drought. This drought triggers physiological and biochemical responses in plants, affecting their growth and productivity. The following image shows an algal tree in one of the DARID platforms, Ras Mokat, taken by Dr. Abdelghani Tahiri, in a dead state over the course of 3 years from 2021 to 2023. This tree, that's recognized as a UNESCO biosphere reserve, is encountering challenges due to factors like population growth, agricultural expansion, and habitat loss. Therefore, efforts to restore algal forests like DARID project aim to enhance algal tree productivity and promote sustainable forest management. So the objectives or the main goal of this study are to compare the morphological, ecophysiological, and biochemical characteristics of the algal tree from two stations in southern Morocco, and to examine the impact of aridity on the response of the algal tree, and to contribute to a better understanding of Algania spinosa species behavior under drought conditions. So in order to do so, we picked two sites that are considered vulnerable locations. We have Essaouira Zawid, and Gulmi. So for the leaf sampling, we took leaves from all four directions of the tree at different heights, and those leaves were then conserved in dried grounded to obtain a powder. And to investigate the aridity part, we took data from the NASA Power website. We took temperature and precipitation values from the period of 1991 to 2021. And we calculated the D. Martin aridity index using the following formula. So the parameters that we decided to study, when it comes to morphological, we have leaf surface area, leaf width, and leaf length. We have the ecophysiological chlorophyll content, chlorophyll A and B ratio, relative water content, and soluble sugars. And for biochemical, we took the total polyphenol content, flavonoid content, and antioxidant activity using the DPPH method. So the leaf measurements were obtained using the planimeter or the portable leaf area meter AM350 with an end of 450 per site. We have the chlorophyll content. We have using the chlorophyll content meter CCM300.
relative water content using the protocol given by Fahmy and al., soluble sugars using the protocol by Dubois and al., total polyphenol content using the protocol by Fahmy and al., flavonoid content using the protocol by Aziza and al., antioxidant activity by the method described by Fahmy, and for the statistical analysis, we proceeded by the software SPSS using the t-test. Moving on to the result, for the leaf surface, we observed that Gulmim exceeded the Essaouira with a value of 92.98 millimeters square and 88.79 millimeters square respectively, and same for the leaf width, with a value of 6.76 millimeters square for Gulmim and 6.17 millimeters square for Essaouira. The t-test showed that there is a significant difference between the two sides for the first parameter and a highly significant one for the second one. When it comes to the leaf length, we have for Essaouira a value of 22.18 millimeter, and for the Gulmim we have 19.69 millimeter. So showing a highly significant difference using this the t-test. For the chlorophyll content, Essaouira had a content of 403.32 milligram per meter square. Meanwhile, for the Gulmim, the content is 384.24 milligram per meter square. Same was observed for the chlorophyll ratio, and both parameters showed highly significant differences. For the relative water content, the Gulmim had the highest value, which is 48.46, while Essaouira had a value of 38.60, which statistically showed to be of a high significant difference. For soluble sugars, we have Gulmim again at the highest with a value of 36.40, and a t-test demonstrated a very highly significant difference. For polyphenols, Essaouira surpassed slightly Gulmim with a value of 19.2 and 18.17 for Gulmim, which statistically proved to be of no significance. However, as for the flavonoids, Gulmim surpassed Essaouira with 16.49 and 12.7 for Essaouira, respectively, and a very highly significant difference. For the antioxidant activity, we have no significant difference and very close means. So to better visualize the impact of aridity, we calculated the Merton index and presented the following result. Although it fluctuates over the years, it is obvious that that over the course of 30 years, aridity became more severe. And to better demonstrate its effect, we took the result given by Fahmy, who conducted a similar study, and we compared the result. We can clearly see that polyphenols, flavonoids content, and soluble sugar increase, while for the relative water content, we have values that decrease. So to conclude, our results collectively demonstrate that algae trees are situated within an ecosystem threatened by various environmental threats, including drought. The overall resistance of algae trees to drought appears to be the result of numerous physiological and biochemical modifications that interact to sustain good growth under these challenging conditions. Several studies are essential to better understand the behavior of the algae tree in response to drought, and ultimately the genetic improvement of the algae tree, aiming for the production of trees selected based on various criteria according to climatic characteristics, could have interesting socio-economic implications for the local population. And thank you for your attention. Vous avez traité les aspects écophysiologiques, mais à premier abord, les différences ne sont pas significatives pour la plupart des paramètres. Il y en a que quelques-uns dont on n'a pas la signification. Par exemple, l'activité antioxydante, on n'a pas une différence significative entre les deux paramètres, entre les deux sites. D'accord. En tout cas, c'est une présentation très intéressante. Je vous félicite pour la clarté de votre présentation et d'avoir respecté le temps. Merci. Donc, on passe à Mademoiselle Mariam. Donc, dans la présentation sera Enhancing Phosphate Nutrition and Growth in Algae Tree Seedlines through an Endogenous Arbuscular Mycorrhizal Consortium. Merci. Bonjour, merci Monsieur le modérateur.
Mon travail porte sur la promotion de la croissance de l'arganier et sa nutrition phosphatée par un consortium composite autochtone de champignons mycorhiziens arbusculaires. L'arganier, connu scientifiquement par Argania spinosa ilskels, est le seul représentant de la famille des Sapotacées au Maroc et se caractérise par le fait qu'il est un arbre endémique du centre-ouest marocain. Elle est l'origine d'un produit noble qui est l'huile d'argan, et vu son écosystème et son importance pour la communauté arganière, l'UNESCO a classé l'arganerie marocaine comme une réserve de biosphère en 1998. Également, en 2021, l'ONU proclame le 10 mai Journée internationale de l'arganier. L'arganier se répartit dans les régions arides et semi-arides du centre-ouest marocain, sur une superficie de 870 000 hectares, à peu près 17% de la superficie forestière marocaine, répartie essentiellement entre 3 régions, Marrakech-Safi, Souss Massa et Gmim Ouednoun, pour un effectif de plus de 20 millions d'arbres. L'arganerie marocaine s'étend est délimitée au nord par l'Oued Sift et au sud par la vallée de Ram. En dehors de cette situation géographique, il existe également quelques colonies au nord-ouest d'Ebn Snessen, près d'Oujda. L'arganier joue un rôle écologique très primordial. En fait, il abrite une grande variété d'espèces animales et végétales. Ils ont trouvé que plus de 100 espèces sont endémiques de la région de l'arganier. En plus, chaque partie de l'arbre, que ce soit bois, feuilles, fruits, etc., sont consommés par les bétails de la région, essentiellement les caprins et les camelins. Les racines de l'arganier ont attribué à cette espèce un rôle écologique primordial contre l'érosion et donc il constitue une ceinture verte contre l'avancée du désert. Sans oublier bien évidemment le fruit d'arganier qui a de multiples usages thérapeutiques, cosmétiques et culinaires. Comme j'ai déjà mentionné, chaque partie de l'arbre est utilisée et constitue une source de revenus pour une population de plus de 3 millions de personnes, dont 2 millions au milieu rural. Elle assure en fait 19% des revenus des populations locales dépendantes de cette espèce. Ils ont estimé que plus de 2000 personnes travaillent dans les coopératives marocaines de l'huile d'argan. Sans oublier bien évidemment les produits d'arganier qui ont reconnu une forte demande dans les marchés internationaux. L'arganier joue des rôles écologiques et économiques, socio-économiques très importants. Mais cette espèce reconnue est en situation alarmante à cause de 2 principales contraintes. Les premières sont d'origine anthropogène, essentiellement dues à l'installation de cultures maraîchères, la pression démographique et la surexploitation des produits d'arganier. Et la deuxième contrainte, qui est la plus importante en termes de conséquences, est d'origine environnementale, à savoir le changement climatique. Ces 2 contraintes ont causé une situation délicate en régressant la densité et la superficie de l'arganerie. Pour faire face à cette situation alarmante, le Maroc a lancé plusieurs programmes pour pallier aux problèmes liés à la filière d'arganier. Premièrement, en 2008, il a lancé le plan Maroc Vert qui s'intéresse à l'arganier et à la filière et aux communautés concernées par cette espèce. Ensuite, en 2010, était la création de l'ONZOA. Après, le gouvernement, avec l'interprofession de la filière d'arganier, a signé un contrat programme entre la période de 2012 à 2020 et comme poursuite des projets précédents vient la stratégie Generation Green pour la période de 2020 à 2030. Les principaux objectifs de ces programmes sont la préservation de l'écosystème de l'arganier, la réhabilitation de l'arganerie marocaine, la domestication de l'arganier et son extension en culture moderne, c'est-à-dire une arganiculture, et augmentation de la production en huile d'argan. La recherche scientifique revêt une importance cruciale dans la réalisation de ces objectifs. Elle peut intervenir pour résoudre plusieurs facteurs limitants, tels que la multiplication végétative conforme, la promotion de la croissance de l'arganier et l'amélioration de sa tolérance au stress
aux contraintes abiotiques, essentiellement hydriques et salins, ainsi que la maîtrise des pratiques culturelles. Et a pour objectif d'explorer des méthodes biologiques permettant d'assurer une promotion de la croissance de l'arganier afin de réduire la durée du séjour des plantes d'arganier en serre d'une part et améliorer la productivité au champ d'autre part. Et durant notre étude, nous avons choisi les champignons mycorhiziens arbusculaires comme méthode biologique. Et donc, dans ce contexte général, s'intègre l'objectif de notre étude, à savoir évaluer les potentialités d'un consortium composite autochtone de champignons mycorhiziens arbusculaires issus de l'arganerie marocaine et voir un petit peu son effet sur la promotion de la croissance et du développement de l'arganier. Le consortium Rhizargan est collecté à partir de 15 écotopes de l'arganerie marocaine. Elle est composée de 39 espèces appartenant à 7 genres différents. Les plantes d'arganier, objet d'étude, sont issues de la germination des graines de 2 provenances contrastées. L'Rsas, qui est une provenance paralittorale de la région de Tiznit, et Admin, qui est une provenance littorale de la région d'Agadir. Après 20 jours de germination, nous avons procédé à l'inoculation avec le consortium Rhizargan. Et les performances de ce consortium ont été comparées à celles d'une souche pure commercialisée de Rhizophagus aurigularis. Et après 25 mois de mycorhisation ou de culture, nous avons évalué le statut mycorhizien et la promotion de la croissance et du développement des plantes d'arganier. Premièrement, afin de vérifier la mycorhisation, nous avons évalué 2 paramètres fondamentaux, à savoir la fréquence et l'intensité de mycorhisation. Après 25 mois, nous avons noté une différence significative entre les plantes témoins et les plantes mycorhizées, que ce soit avec le consortium ou avec la souche pure de Rhizophagus aurigularis. Et on note également que les plantes de la provenance Lrsas inoculées avec le consortium Rhizargan qui ont montré une fréquence et une intensité plus importantes que les autres plantes. Pour évaluer l'effet de ce consortium sur la promotion de la croissance et du développement de l'arganier, nous avons évalué 2 paramètres, la hauteur aérienne et la ramification. Après 25 mois de culture, la hauteur aérienne des plantes d'arganier ont montré a été améliorée par l'inoculation avec le consortium Rhizargan. Pareil pour la ramification, les plantes inoculées avec le consortium Rhizargan ont montré une amélioration d'à peu près 70% par rapport aux plantes témoins. Toujours dans le cadre d'évaluer l'effet du consortium Rhizargan sur la promotion de la croissance de l'arganier, nous avons évalué les biomasses sèches aériennes et racinaires. Ces 2 paramètres ont montré une amélioration après 25 mois de mycorhisation et l'inoculation avec le consortium Rhizargan a permis une bonne accumulation en biomasse sèche, que ce soit aérienne ou racinaire. Afin de comprendre un petit peu comment ça se passe, cette promotion de la croissance, nous avons mesuré la nutrition minérale, c'est-à-dire quelques éléments nutritifs pour voir est-ce que cette promotion de croissance est due à une bonne amélioration minérale. La mesure des éléments phosphore, potassium, calcium, magnésium et sodium a révélé que ces éléments ont été améliorés, atteignant des valeurs maximales après 25 mois de culture. Et les plantes qui ont été inoculées avec le consortium Rhizargan, qui ont montré une nutrition minérale plus importante que les autres plantes. Comme nous avons évoqué, le phosphore est un élément indispensable pour la vie des plantes et son fonctionnement. Or, cet élément est le moins disponible dans le sol. En fait, le phosphore dans le sol est présent sous 2 formes, minérale et organique. Minérale dégradé essentiellement par les bactéries du sol et organique dégradé essentiellement par les champignons mycorhiziens arbusculaires.
D'où l'intérêt d'évaluer les enzymes responsables à la solubilisation du phosphore qui sont les phosphatases. Et en fonction du pH du sol, on distingue deux types de phosphatases, la phosphatase alcaline et la phosphatase acide. Les résultats ont montré que les phosphatases, que ce soit alcalines ou acides rhizosphériques, ont montré une amélioration chez les plantes inoculées avec le consortium Rhizargan après 25 mois de mycorhization. Pareil pour la phosphatase acide racinaire, les plantes inoculées avec le consortium Rhizargan ont montré une bonne activité enzymatique. On peut conclure que le consortium Rhizargan a amélioré la croissance et le développement des plantes d'arganier à travers une amélioration de la nutrition minérale, potassium, calcium et magnésium, qui sont des éléments fondamentaux ou jouent des rôles fondamentaux dans la structure et le bon fonctionnement des plantes. Ainsi, à travers une bonne activité des phosphatases, ce qui va donner bien sûr une bonne nutrition phosphatée. Et en termes de comparaison entre les deux provenances, c'est la provenance paralittorale RSAS qui a montré une promotion de la croissance et du développement plus élevée que la provenance littorale admin. Et en termes également de comparaison entre les deux inoculums qu'on a utilisés, c'est le consortium Rhizargan qui a significativement amélioré les paramètres qu'on a étudiés. Ces résultats ont été valorisés sous forme de publication et merci de votre attention. Merci, monsieur Nabil. Merci, monsieur. Donc, vous avez traité un sujet qui est très important, c'est un sujet concernant l'utilisation des consortiums mycorhiziens. C'est un sujet qui est à la mode ces derniers temps. Tout le monde touche de près ou de loin ce sujet. Il est très important. Très important parce que les consortiums mycorhiziens, ou bien tout ce qui, ils participent à la tolérance de l'arganier au déficit hydrique. Et donc ça peut nous aider. Ça peut être utilisé nous allons voir une autre présentation qui va encore toucher un autre côté de cet aspect-là. Donc, je vous félicite pour votre présentation qui est très claire. Merci. Et aussi, on voit bien que vous avez déjà commencé à exploiter les résultats puisque vous avez déjà une publication. Vous avez déjà soutenu, donc c'est très bien. C'est pour ça que vous avez déjà publié. D'accord. Donc, troisième présentation sera celle de M. Fassih Boujma. Il traitera de combined effect of subsurface water retention technology and compost application on soil moisture and argan seedline growth and physiology under field condition in Essaouira region. À toi la parole. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de notre travail qui s'intitule sur l'effet combiné de la technologie de rétention de l'eau et l'application du compost sur l'humidité du sol et sur la croissance et la physiologie des plantes d'arganier en conditions de terrain dans la région d'Essaouira. Cette étude a été réalisée au sein du laboratoire agrobioval à la faculté des sciences Smilalia à Marrakech, sous la direction du professeur Saïd Wahbi et Mohamed El Mokhtar. Le plan de ce travail sera comme suit. L'introduction pour situer le travail, la problématique et l'objectif. Et pour répondre à cet objectif, nous allons voir le matériel et méthode et les résultats obtenus. Ensuite, nous allons finir par une conclusion. Comme vous le savez tous, l'Argania spinosa, c'est un espèce endémique du Maroc, appartient à la famille des Sapotacées. Il occupe une superficie d'environ 900 000 hectares, assurant rendement en fruits d'environ de 132 et 200 tonnes par an. L'arganie se développe dans le climat aride et semi-aride, dans des températures allant de 4 degrés Celsius à 50 degrés Celsius.
Ce qui rend l'arganie plus spécial, c'est sa capacité à prospérer dans les sols variés, sableux, limoneux et calcaires. En plus de ça, au-delà de la contribution remarquable en fruits, l'arganie joue un rôle important aussi dans la production d'huile domestique d'environ de 4 à 600 de tonnes par an. Cette huile est caractérisée par sa richesse en acides gras, tocophérols et stérols. En plus, la distribution géographique de l'arganie, on connaît que l'arganie se développe dans les régions où la pluviométrie annuelle varie entre 200 et 400 mm par an, dans les régions d'Essaouira, Agadir, Taroudanne, Tiznit et les frontières de Glumi. En plus de ça, l'arganie a un rôle important écologique et socio-économique, à savoir la fertilisation et la stabilisation des sols, la protection contre l'érosion et la désertification grâce à son système racinaire profond. Ainsi qu'il offre l'alimentation et la biomasse nécessaire pour l'alimentation des bétails, ainsi qu'il joue un rôle important économique en raison de ses multiples utilisations, principalement axées sur la production d'huile d'argan. Malgré que ces caractéristiques, l'arganie est confrontée par plusieurs contraintes et comprend qui pourrait pénaliser qui pourrait combattre sa pénéralité, à savoir les changements climatiques, la pression anthropique et le surpâturage. En plus de ça, l'augmentation de la population urbaine en termes de nombre et de besoins, ce qui aboutit à une dégradation d'une large étendue des forêts d'arganie, assurant des forêts d'arganie, entraînant une chute de densité d'environ de 70% par siècle. En plus de ça, le cycle de reboisement a été limité d'environ de 35%. Dans le but de minimiser les impacts de ces contraintes, la technologie de rétention de l'eau joue un rôle important dans le maintien des éléments nutritifs, améliorer l'efficacité de l'eau grâce à l'utilisation du plastique biodégradable. Ainsi que plusieurs études ont montré que la technologie de rétention de l'eau améliore le reboisement de l'arganie et le reboisement des arbres en général. Ainsi que le compost, il joue un rôle important dans l'enrichissement en éléments nutritifs, améliore l'activité microbienne, ainsi qu'il joue un rôle important dans la suppression des maladies. À cet égard, l'objectif de notre travail, c'est l'évaluation de l'effet potentiel de cette technologie et du compost sur les caractéristiques édaphiques, la croissance et les propriétés physiologiques de l'arganie. Afin d'atteindre cet objectif, nous allons adopter le matériel et l'expérience suivante. En ce qui concerne le matériel utilisé, nous allons utiliser les plants d'arganie écotype de Sawera à Gidano et nous allons installer des carrés de plastique biodégradables à une profondeur de 60 cm et l'application du compost à base de déchets verts. Cette expérience a été menée avec une approche totalement randomisée et comprend 30 répétitions réparties d'une manière aléatoire. Avant d'entamer les résultats obtenus, nous allons voir les paramètres mesurés, à savoir la conductance somatique, la fluorescence chlorophyllien et le profil de l'humidité du sol. Les résultats après un mois de transplantation révèlent qu'après l'application de la technologie de SWORD, la technologie de rétention de l'eau souterraine, se traduit par les valeurs de l'humidité plus élevées que celles enregistrées sur le témoin, à des différentes profondeurs et au fil, bien sûr, des saisons. Les résultats de
Les résultats de l'élongation aérienne a une augmentation importante des plantes d'organies avec l'application des sortes et en combinaison avec le compost. L'analyse statistique des résultats de la fluorescence chlorophyllien montre une variation significative entre l'application des sortes et l'application du compost en comparaison avec le témoin. Les résultats relatifs à l'application de compost sur la conductance stomatique ont été révélés avec un effet significatif des traitements après l'application des sortes. La variation de la conductance somatique varie significativement influencée par l'application des sortes et ou l'application de compost par rapport au contrôle. En guise de conclusion, l'application de la technologie de rétention de l'eau c'est une alternative durable pour l'amélioration de l'humidité du sol, les paramètres de croissance et la physiologie de l'organisme. Et merci de votre attention. Donc, la technique utilisée, c'est une technique brevetée par les Italiens qui concerne. Donc, il a oublié de mentionner que le film plastique qu'on a utilisé, il a une durée de vie de 3 ans. Et donc, c'est juste pour les premiers mois des reboisements en général. Et l'épaisseur du film, il est de 80 microns pour qu'il puisse ne pas déranger la croissance du système racinal. Donc, on passe à la dernière présentation qui sera celle de M. Ferradou Abdelrahim, qui portera sur la reprise des plantes d'arganier après transplantation, effet des techniques d'économie d'eau combinées au type d'amendement et de l'âge du matériel forestier au producteur. À toi la parole. Merci, c'est Saïd. Donc, bonjour tout le monde. Donc, notre étude vient en fait, comme vous savez, actuellement, au niveau des eaux et forêts, aussi bien qu'au niveau de l'Onzoa, donc il y a des programmes très, très ambitieux de plantation d'arganier, que ce soit par arganiculture ou alors les reboisements classiques au niveau des eaux et forêts. Donc, à une certaine époque, il y avait des échecs au niveau des plantations. Donc, comme vous savez, les reboisons ne réussissent pas toujours. Donc, il y a certaines, surtout avec les changements climatiques, avec la non-maîtrise de techniques de plantation. Alors, à ce niveau, il y a à chaque fois, donc, il y a des débats. Donc, certains préconisent telle technique ou telle technique. Donc, certains préconisent aussi un type de plan que d'autres. Certaines disent qu'il faudra mycorhizer, ou alors il faut, comme ça a déjà été mentionné par les collègues qui sont venus avant moi, donc les amendements organiques, la mycorhisation. Donc, alors là, donc à ce niveau, notre département, donc les eaux et forêts, il nous a conviés à faire une expérience où on rassemble un petit peu tout ça et pour voir un petit peu sortir des recommandations pratiques pour les CPS de reboisement au niveau des eaux et forêts. Donc c'est dans ce contexte que vient notre étude. Il a un objectif purement pratique. Donc, comme j'ai dit, donc maintenant vous voyez, donc certains disent que les plans de 2 ans ou bien de 3 ans qui sont les meilleurs. Certains disent que ce sont les plans de quelques mois. Certains disent qu'il faut ajouter des amendements parce qu'ils retiennent de l'eau, ils
Elles permettent l'amélioration de la survie. Donc voilà, donc l'objectif c'est de tester et comparer les effets de différentes techniques, donc dans un même dispositif. Donc voilà, donc ici on a utilisé une parcelle au niveau qui est déjà au sein d'un périmètre de reboisement, donc au niveau des forêts, donc la région d'Amskrod. Donc il y a un périmètre de 100 hectares. Donc nous on a pris à peu près donc 1 hectare pour installer notre dispositif. Donc là vous voyez un petit peu la situation, l'altitude, le bioclimat, etc. Donc même les analyses du sol ont été faites. Donc là vous voyez la parcelle qu'on a utilisée. Donc avec les lignes pour séparer les blocs et les parcelles, etc. Donc c'est une parcelle d'environ 1 hectare. Donc vous voyez un petit peu une vue générale de la parcelle. Donc on a essayé de travailler dans les conditions normales de reboisement. Vous voyez donc là les caractéristiques, donc la granulométrie, les analyses. Donc en général, donc le sol de la parcelle donc c'est un sol lourd avec croûte, donc c'est un sol riche en matière organique, mais avec une sévère carence en azote. Donc les autres paramètres sont généralement normaux, donc pour une parcelle. Donc ce qu'on a essayé dans la parcelle, donc on a 3 paramètres. Donc les techniques d'économie d'eau, donc le waterbox, le polyterre, l'irrigation naturelle. Donc ça, c'est ça qu'on a pris comme témoin. Donc ce qu'on utilise habituellement, c'est qu'on fait des arrosages d'appoint régulièrement. Donc nous, à côté de ça, on a essayé d'autres techniques. Donc pratiquement toutes les techniques qui sont recommandées, on a essayé de les mettre dedans. Donc les amendements, donc on a une microrisation en pépinière, donc des plants avant la sortie. On a aussi l'amendement organique avec du biocompost et le témoin, donc sans amendement, sans... Et puis on a utilisé un autre paramètre, c'est qu'on a utilisé des plants d'1 année et des plants de 2 ans. Donc tout ça pour voir un petit peu ce qui est déterminant pour la réussite des plantations. Donc voilà, donc ça c'est le waterbox. Donc c'est une technique qui a été développée, je crois, aux États-Unis. Donc elle a été utilisée surtout dans le Golfe, dans les parties désertiques. Donc il est d'une contenance de 15 litres. Il a une mèche qui libère l'eau de manière très faible, donc juste pour assurer la survie du plant. Il peut être utilisé plusieurs fois, donc la durée de vie estimée à 8 ans. Donc ce qui est important, c'est que ce type-là, donc une fois on le remplit, il a un dispositif qui permet de condenser l'humidité atmosphérique. Donc voilà. Donc vous voyez ici, donc, il a une plaque donc noire. Même le jeu de couleurs permet de condenser l'eau. Donc il est alimenté en eau moins régulièrement qu'un autre qu'on va voir après. Donc voilà comment on l'installe sur le terrain. Donc en plus de ça, sa structure fait qu'il joue même le rôle de mulch. Ça veut dire qu'il empêche l'évaporation de l'eau. L'autre technique, c'est, vous avez certainement entendu parler, les polymères. Donc ça aussi, on en parle beaucoup, les polymères qui retiennent de l'eau et qui le libèrent au fur et à mesure. Donc ce qu'on a utilisé, c'est le plus connu, donc c'est
et il est vendu au Maroc, donc ça s'appelle le Polyter. Donc c'est un polymère organique. Il permet de retenir l'eau et de le restituer progressivement. Il contient des fertilisants aussi. Et l'économie générée peut aller jusqu'à 50%. Donc, voilà comment on l'utilise. Donc, on mesure ce qui est recommandé par le fabricant, donc 100 grammes par plant. Donc, ils sont mesurés au laboratoire et puis ils sont installés au moment de plantation. Donc, vous voyez, donc, on le met dans le trou avant de mettre les plants. Donc, une fois il est arrosé, donc il se gonfle, et puis il restitue l'eau progressivement. Donc, ça, c'est le fabricant qui le dit. Donc, nous, bien sûr, on a vérifié ça. Donc, c'est un autre polymère. Donc, celui-là, il est liquide. Il se forme liquide. Donc, je crois qu'il celui-là, il est développé dans les pays du Nord. Donc, je crois en Finlande. Il y a que c'est... bon. Donc, voilà. Il constitue une sorte de fil protecteur en surface, empêchant l'évaporation. Et il se mélange même au sol et retient l'eau à l'intérieur. Donc, bon, c'est une autre technique qu'on recommande. Donc, nous, on a essayé tout ça dans un même lieu. Donc, l'amendement organique, donc, on a utilisé 3 kg de compost par plant. Donc, voici les caractéristiques parce que là aussi, donc, beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens recommandent, comme vous avez vu, donc, mes collègues d'avant, donc, ils ont utilisé ça. Donc voilà comment on a procédé. Donc on pèse les 3 kg de compost qu'on rajoute donc au niveau des trous avant, donc au moment de rebouchage des trous. Donc la mycorhisation, donc on a utilisé un inoculum commercial qu'on a commandé, qui est venu d'Europe. Donc il est à base de Glomus intraradices souche RH1. Donc à raison dans cet inoculum, il y a 4000 spores par gramme. Donc on a vérifié donc l'inoculum s'il contient vraiment les spores qu'on a. Donc là, l'inoculum que j'ai vérifié au niveau du microscope, je peux dire même que on a plus que 4000. Donc même si c'est écrit, donc j'ai trouvé que plus que 4000 il y a vraiment de l'inoculum. Donc voilà. Donc chaque plant, donc voilà comment on a procédé. Ça. Donc chaque plant a reçu ces 1000 spores. Donc voilà. Donc on fait un mélange, donc avec toutes des règles de 3 pour avoir des 1000 spores. Donc qu'on injecte à chaque plant avant la sortie de pépinière. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc voilà le dispositif. Donc c'est un dispositif expérimental qu'on appelle en criss-cross. Donc c'est en fait ça ressemble à un split plot, mais les blocs sont pratiquement les mêmes. Donc étant donné qu'on a plusieurs paramètres, donc dans le criss-cross, il est utilisé quand on a trop de paramètres et qu'on ne peut pas faire la randomisation totale. Donc voilà, donc on a fait une parcelle pour les plans d'une année avec 3 blocs. Donc là, la première, donc si vous voyez un petit peu ici, donc le premier, donc il y a toujours le biocompost. La deuxième ligne, il y a l'inoculum mycorhizien. Là, il y a les composts, les inoculums mycorhiziens. Donc ça c'est le premier paramètre.
l'autre paramètre, c'est donc là, le waterbox. Là, c'est comment ça s'appelle, le politaire. Là, c'est l'irrigation normale. Donc, et là, c'est le water reteneur. Donc voilà, on a un paramètre horizontal et un paramètre vertical répété donc avec deux modalités de plans. Donc les plans d'une année, les plans de 2 ans avec 3 plans. Donc j'espère que vous avez compris. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc le nombre total de plans qu'on a utilisé dans la parcelle, c'est 648. Donc voilà. Donc ici, donc je ne veux pas mettre tous les résultats. Donc je veux juste vous montrer donc toutes les mesures qu'on a faites ici. Donc la hauteur, le diamètre, surtout la survie, parce que ce qui est important au niveau, chez nous, au niveau des eaux forêts, c'est la reprise des plants. Donc avant de parler d'autre chose, il faut déjà que le reboisement réussisse. Ça veut dire qu'il faut que les plants survivent après plantation. Donc les résultats, donc étant donné que la mycorhisation a été faite en pépinière, donc avant planter avant plantation, on a essayé de voir un petit peu est-ce qu'il y avait l'effet de mycorhisation en pépinière. Donc ici pour les plants d'une année, donc on a les plants non mycorhisés, les plants mycorhisés. Donc pour les plants de 2 ans, les plants non mycorhisés. Donc au niveau morphologique, c'est vrai. Donc pour les plants de 2 ans, on voit un petit peu que au niveau hauteur, comme ça, sèche et diamètre collé, on ne voit pas de différence. Mais au niveau de la vigueur, on peut le voir. Mais surtout, ce qui est, donc, on a des différences significatives importantes, donc, que ce soit pour la hauteur, pour le diamètre, pour le nombre de branches, surtout pour le poids sec des tiges. Là, vraiment, il y a des différences entre les plants mycorhisés et les plants non mycorhisés. Donc ici, vous voyez les groupes homogènes pour la hauteur. Donc c'est normal. Les plants de 2 ans, ils sont plus grands que les autres. Donc c'est tout à fait normal. Mais vous voyez ici que 2 ans non mycorhisés est un petit peu... il est du même groupe que le groupe des plants d'une année mycorhisés. Donc ça au niveau de la hauteur sèche. Donc pour le diamètre collé, donc bien sûr les plants de 2 ans sont... On a mesuré le potentiel hydrique de base, le potentiel hydrique de midi et la chlorophylle, donc le taux de chlorophylle par 1 chlorophylle mètre. Donc là, aucun paramètre ne nous a donné, donc quand on a fait l'analyse de la variance, aucun paramètre ne nous a donné des différences, que ce soit par-ci, par-ça. Voilà. Donc ce qui a été déterminant, c'est le mode d'irrigation. Donc à ce stade de croissance, pas de différence significative entre traitement pour les potentiels hydriques de base ainsi que pour le taux de chlorophylle. Donc peut-être, donc je ne sais pas, parce que la plupart des gens qui ont travaillé sur les mycorhizes, ils disent même au niveau de pépinière, même au niveau de terrain, normalement l'inoculum devrait être efficace pour au moins augmenter un petit peu la survie. Mais vous voyez ici, donc on a fait l'analyse des spores au niveau des sols de la parcelle. Donc il contient déjà, donc la parcelle déjà, il contient un potentiel en mycorhize très important. Donc c'est peut-être là, quand les plants sont sur le terrain, ils se sont mycorhizés tout seuls. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu. Donc c'est une hypothèse que. Donc voilà. Même, là, ce sont des échantillons qu'on a prélevés au niveau des racines d'arganie avant même la plantation. Ça veut dire au moment où on a fait les prélèvements du sol pour l'analyse. Donc c'est avant même le travail du sol. Ça veut dire avant même quand la parcelle était encore nue. Le sol de la parcelle contient très riche en spores de mycorhize. La corrélation d'arganie sur place montre un fort taux de mycorhisation. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'aspect des plants et la vigueur sur Waterbox. Donc ici, pour les plants qui ont survécu,
donc les 50% ou les 60%, donc sans waterbox. Donc ils ont une bonne vigueur, mais pas aussi bonne qu'au niveau pour l'instant, on s'est contenté de mesurer la hauteur et le diamètre collé. Normalement, donc d'autres paramètres doivent être mesurés et certainement ils vont donner beaucoup de différences. Donc les conclusions dans cette étude, le waterbox s'est révélé être le moyen le plus indiqué pour assurer le maintien et le maximum de reprise des plants. Contrairement à d'autres études, les hydro-rétenteurs tels que Polyter ou Water n'ont pas amélioré significativement le taux de reprise comparativement à l'arrosage normal des plants. Vous voyez, donc j'essaie d'être précis parce que nous, ce qu'on a considéré comme étant le témoin, c'est l'arrosage qu'on utilise habituellement. Donc on n'a pas... Peut-être que si on n'a pas arrosé de tout, on a mêlé le Polyter ou le Water, peut-être qu'on aura une... Mais comparativement à l'arrosage, ce qui a donné le meilleur résultat, c'est le Waterbox. Donc actuellement, donc là, c'est un autre type de Waterbox. Donc actuellement, dans tous les périmètres de reboisement pour l'arganier, dans tous les CPS, donc on utilise déjà... on utilise le waterbox. Donc, les eaux et forêts, ils ont opté pour cette technique, donc vu, je dirais, en parallèle à notre étude. Donc, donc on est arrivé à la même conclusion que ça. Surtout que maintenant, ce waterbox, donc il n'est pas importé, il est fabriqué localement. Donc l'autre, il est un petit peu plus cher parce qu'il était... bien qu'il n'a pas les mêmes caractéristiques que l'autre, comme par exemple, celui-là ne condense pas l'humidité atmosphérique, donc il faut à chaque fois, donc, quand il est vide, il faut le remplir. Mais déjà je peux vous assurer, donc il a donné beaucoup de satisfaction. Donc c'est toute la parcelle qui a le même taux de réussite que la nôtre. Donc voilà, merci beaucoup. Oh oui, c'est ce que j'ai dit au début. Hein. Ton approche et ton expérimentation a touché pas mal d'aspects, et surtout les très importants. De toute façon, on doit continuer de travailler sur les techniques d'irrigation, sur les moyens. Là, tu es arrivé à la conclusion suivante, à savoir que le waterbox est la meilleure solution. C'est sûr, certain que vu l'étendard de ton échantillon, c'est très concret ce que tu as apporté comme conclusion. Donc, sinon, pour le moment, tu as dit que comme quoi il n'y a que l'irrigation qui a un effet significatif sur la survie. Sinon, les autres, les amendements n'ont pas été faits. D'accord? Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Pause café ou là? Je ne sais pas si on va... Parce qu'il y a une pause café ou là, on continue. Donc, on va continuer. Donc, comme ce matin, on va donc lancer le débat, les discussions, les questions pour les différentes présentations. Et donc, on ouvre la liste. Non? Votre nom, s'il vous plaît? Jamal Hlam. Bonjour tout le monde, Jamal Hlam d'Agadir. Une question concernant... Oh, صبر الله يحفظك. حكيم بولال. سي حكيم.
Rachid. اسمح لي يا سي محمد يلا. ها؟ نزيدوا بقى. مدام؟ Donc on commence par ces 5 personnes et après on relance. Donc c'est Jamal. Okay, merci beaucoup. Jamal Hallam de l'INRA d'Agadir. Alors, la question à Sif Fradus, désolé c'est M. Fradus, c'est concernant les Waterbox. Okay, on a vu maintenant que ce sont des résultats très intéressants. Pour cet effet-là, il est dû à quoi si vous pouvez expliquer très brièvement le processus, pourquoi cet effet-là de Waterbox par rapport aux autres. Et aussi, par rapport à cet effet-là, n'est-il pas possible de voir la possibilité du mulching? Est-ce qu'il y aura les mêmes effets que le Waterbox? Surtout, ce n'est pas le mulching régulier, mais le mulching, par exemple, à double étage. On met par exemple des cailloux sous sol, le sol, et puis ensuite un autre étage de mulching et en surface. Est-ce que vous n'avez pas vu cette option-là? Parce que cette option, à mon opinion, aurait être, s'il fonctionne bien, par rapport au Waterbox, ça serait plus économique par rapport au Waterbox. Acheter un Waterbox pour chaque plan pour 50 000 hectares, il faut y penser un petit peu, non? Merci. Deuxième intervenant, c'est Hakim. Hakim Boulel de l'Institut africain de la nutrition des plantes. Donc merci Monsieur le Président. Donc je remercie tous les intervenants pour leur excellente présentation. Donc comme il a été soulevé ce matin, je pense que c'est la même chose qui s'est passée encore l'après-midi. Donc sur 4 présentations, je vous citerai 3. La première présentation, il cite que la superficie de l'organisme c'est 800 000 hectares. La deuxième, il cite 870 000 hectares. La troisième, 900 000 hectares. Et c'est ce qui s'est passé ce matin, c'est des chiffres complètement variables. Je pense qu'il est temps de standardiser quand on est là, ces chiffres. Donc c'est la première remarque, disons, d'ordre général donc, qui s'est posée. J'ai une petite remarque aussi pour mademoiselle Soufiani à partir de la nutrition minérale. Donc l'effet des mycorhizes sur la nutrition minérale. Donc il y avait une présentation donc, sur la réponse, surtout pour la nutrition, pour le phosphore. Donc, vous avez présenté certains tableaux où vous évaluez donc, cette nutrition du phosphate de 0 à 25. Donc quand vous dites 0, ça veut dire à la plantation, c'est ça. Et donc quand je pense sur 2 ou 3 cas, je vois sur le phosphore, c'est toujours mentionné 0. Ça veut dire que vous analysez la plante, il n'y a rien. 0, il n'y a pas de phosphore dans la plante. C'est ce que j'ai remarqué, moi, sur le tableau. Il n'y avait rien de phosphore, il y avait du potassium, etc. Oui, oui. Non, vous répondez après, donc il n'y a pas de problème. Parce que même vos conclusions par la suite, il y avait des conclusions plutôt sur disons, le potassium, le calcium et le magnésium. Donc, moi, ça m'étonne. Donc, juste, c'est une remarque donc, de voir ça. Merci. C'est Rachid. Merci, Monsieur le Président. Félicitations pour les excellentes présentations. Ma question s'adresse à Saad Rahim. Donc, par rapport au Waterbox, donc comme matériau, c'est du plastique. Ma question, c'est le devenir un petit peu de cette Waterbox après donc la reprise du plan. Est-ce que parce que si c'est en plastique, j'imagine qu'à un moment donné, il va déranger un petit peu le développement normal du tronc. Et donc,
peut-être avez-vous pensé à proposer un Waterbox, mais dégradable, genre sur 3 ou 4 années, il pourrait être dégradable. Merci. De mes amis. Je continue, mais très rapidement. Non, mais l'eau dans le sol, c'est vraiment la problématique actuelle. Vraiment, c'est. Et deux questions très importantes. Un, c'est le devenir que ça vient de poser. Est-ce que c'est périssable ou non, et ainsi de suite. Deux, quel est le coût? Combien ça coûte? Et ma remarque ou là, ma question par rapport à toi, est-ce que vous n'avez pas pris un ou la 2 ou la 3 et regardez le système racinaire, comment il a évolué à l'intérieur de la boîte à eau. Voilà, merci. Madame Gnodi. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai plusieurs questions à Madame Sofiane Mariam. Donc, la première question, vous avez travaillé avec un consortium issu de 15 isolats de 15 régions. Comment vous avez assuré que le consortium est riche en mycorhizes d'abord? Et quelle est l'origine de la souche Rhizophagus irregularis que vous avez utilisée? Troisième question, pourquoi le choix de la région Admin el-Khassas? Pourquoi vous n'avez travaillé seulement sur une seule région? Parce qu'ici, il rentre l'effet génotype. Et quelle question? Et pourquoi 25 mois de mycorhisation? Vraiment. Merci. Donc, si vous voulez, on peut... On relance. Alors, concernant la première remarque, pourquoi la superficie, dans chaque présentation se trouve une superficie bien déterminée, j'aurais aimé avoir un livre où je vais trouver des statistiques sur des généralités de l'organisme, c'est-à-dire des superficies, des choses comme ça. Moi aussi, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et à chaque publication, même les nouvelles publications, je trouve des superficies qui sont différentes. Donc, je n'arrive pas à quoi baser pour D'accord, merci. Pour votre question concernant la teneur du phosphore dans les feuilles au moment de 0 mois, c'est-à-dire au moment de la transplantation. En fait, la détermination des éléments minéraux était faite par la méthode XRF, par les rayons X. Et donc, les teneurs sont indétectables dans ce mois-là. Par contre, au moment où, au fur et à mesure, parce que j'ai fait un suivi chaque mois, les 25 mois, j'ai 25 mesures, et elle arrive à apparaître à fur et à mesure avec le temps. Mais au 0 mois, c'était 0 parce que ce sont des valeurs indétectables. Pour les questions de Madame, vous avez dit que en mycorhize, sincèrement, mon travail, c'est en complémentarité avec un travail de l'équipe de M. Douira, qui a fourni le consortium de Rhizargan. Et donc, maintenant, elle est docteur. C'est son ex-doctorante à l'époque qui a travaillé là-dessus et qui a vérifié la richesse du consortium et la composition et même la composition et le nombre d'espèces avec les genres et la forme, tous les détails du consortium. Concernant l'origine de la souche pure, c'est une souche commercialisée de Rhizophagus irregularis. Et pourquoi le choix de Admin el-Khassas? C'est, comme j'ai déjà dit, c'est un travail complémentaire de plusieurs travaux. Mon collègue Cherchar, qui est présent avec nous aujourd'hui, a déjà travaillé sur plusieurs provenances et j'ai déjà sélectionné 2 que j'ai travaillé là-dessus. Et pourquoi 25 mois de mycorhisation?
parce que, comme j'ai déjà mentionné, que chaque mois, je fais des mesures de mycorhisation et d'autres paramètres. Et je n'ai pas travaillé seulement sur la mycorhisation avec l'arganier, j'ai travaillé également sur le stress hydrique. Et donc, ma manipulation, si on veut dire, c'est 0 à 13 mois. Et au moment de 13 mois de culture, j'ai effectué l'application du stress hydrique sur mes plantes. Et j'ai suivi l'effet du stress hydrique pendant 12 mois. Et donc, la totalité du manip a duré 25 mois. C'est pourquoi j'ai compté 25 mois de culture. Voilà. Bonjour encore une fois. Donc, bon, l'effet de Waterbox. Donc, vous avez parlé de mulching parce que là, le Waterbox, il joue aussi le rôle de mulch. Vous avez donc, si vous vous rappelez un petit peu de la photo, il y a une ouverture. Donc, en bas de l'ouverture, il y a une plaque qui joue le rôle de mulch. Donc on pose la plaque et le plan, après on pose le waterbox. Donc ce qui fait, en même temps qu'on libère progressivement l'eau, il est retenu donc par le mulch. Par contre, si on utilise le mulch tout seul, donc on a fait beaucoup d'études là-dessus. Donc c'est vrai, donc vous savez toutes ces techniques. Quand on a une année normale, il y a une amélioration. Donc quand on a une pluviométrie régulière, etc. Donc on peut améliorer par le compost, mais quand il y a vraiment la sécheresse, ce qui est déterminant, c'est ce qu'on donne de l'eau, c'est la quantité qu'on donne d'eau. Moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, donc tu peux trouver des différences significatives là, ça et là, mais quand les plants sont déjà ce que j'appelle moi le confort hydrique, ça veut dire ils ont assez d'eau, mais quand il n'y a pas d'eau, c'est ce qui est déterminant pour la survie, pour le tout, c'est la quantité d'eau. Donc peut-être qu'on aura des résultats différents. Le mulch, c'est vrai. Donc le mulch, on dit toujours que le mulch, il améliore la survie, etc. Mais non, mais vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, j'ai même essayé les bâches, les plastiques, les roches, tout ce que vous voulez, la paille. Donc ça améliore. Mais quand il y a déjà assez d'eau pour, mais quand c'est vraiment sec, il faut apporter de l'eau. C'est ça. Donc, oui, la question de superficie, c'est vrai. Donc, c'est pas uniquement aujourd'hui. Donc, ça a toujours. Donc, mais ce qui a été retenu donc au niveau de Smithon, donc c'est 840 000, 830 000. Donc, au niveau des eaux forêts, donc c'est ce qu'on dit. Donc, on dit les 840 000. Non, les 840 000 hectares de la forêt d'Argani. Donc, mais vous pouvez trouver tous les chiffres que vous. Donc là, mais généralement, nous, on dit 840 000. Donc, mais je ne peux pas vous dire la source ou le Jihaja, mais nous, on a retenu ça. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Mais ça tourne autour de 830, 840. La recommandation. Oh, peut-être. Je crois que la meilleure solution, c'est parmi les recommandations, on demandera justement à ce qu'un organisme, par exemple, soit l'ANZOA, soit il faut qu'il y ait un organisme qui puisse donner les chiffres mis à niveau, update. Vous ne comprenez pas l'arabe, non. Non. J'enseigne dans une école militaire.
les ingénieurs forestiers, j'arrive à 8h moins quart, tout le monde est là. Personne n'a le droit de parler, sauf moi. Non, mais c'est juste pour un grain de sel, là, qu'on décontracte un peu la situation. Mais je pense que depuis que le Congrès se réunit, depuis un bon moment, cette affaire de chiffres de la RBA ou de l'Arganare ou l'ensemble pose problématique. Le premier aspect pédagogique chez les étudiants, moi je vous recommande à ce qu'il faut aller chercher l'information à la source. N'allez pas dans les publications déjà de master, de thèse, peut-être qu'ils peuvent eux aussi l'avoir cherché avant, mais il faut aller à la source. Et la source a été annoncée ce matin par le professeur Simonir. Il y a le service de l'inventaire national forestier. Il y a une équipe qui travaille sur ça et donc on a le temps. Ce service, il est équipé vraiment une équipe d'ingénieurs, jeunes ingénieurs, des doctorants et ainsi de suite. Et ils ont un maillage à l'échelle nationale. Ils ont partagé le pays en mailles. Maintenant, ils l'ont multiplié par 4. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement, sur chaque 8 km, ils ont une parcelle qu'ils suivent d'une manière régulière par le système d'information géographique, détection et ainsi de suite. Et ça veut dire que leur base de données se raffine, il devient de plus en plus assez précise, mais aussi dynamique. Et ça, l'information existe. Je pourrais vous donner, si vous le permettez après, l'email, le téléphone de le chef de service. Vous pouvez le contacter en tant qu'étudiant ou l'enseignant. Et donc, vous avez l'information. Et c'est dynamique, comme ça a été dit ce matin par Simonir. Chaque année, il y a une publication. Vous le savez, la forêt marocaine, elle est dans une situation un peu délicate, et ainsi de suite, peu importe. Mais le chiffre, le dernier chiffre qui est sorti de l'Arganare, ou l'Arganier, pas l'Arganare, mais l'Arganier, c'est 1 035 000 hectares. Alors, je suis enseignant, j'ai l'habitude de parler aux étudiants. Je suis désolé, j'ai perdu mes cheveux avec mes étudiants. Quand vous avez un chiffre où vous avez 3 zéros derrière, ça doit vous tirer l'oreille. Quel est le delta? Quelle est la précision de ce chiffre? Parfois, vous avez 1 million. 6 chiffres, 6 zéros derrière. Ça ne veut rien dire. Dès que vous avez 3 chiffres derrière, à la limite 2 chiffres, on peut les accepter. C'est la centaine. Mais quand vous avez des milliers, la précision est le nom de milliers. Vous comprenez un peu. Et ça, les cartographes savent de quoi. Vous prenez juste la frontière du Maroc, le littoral, de Souera jusqu'à Agadir. Si vous le faites, la longueur à l'échelle de 500 millièmes, vous trouverez un chiffre. Vous le faites au 100 millième, vous trouverez encore un chiffre. Vous le faites au 50 millième, vous le trouverez encore un chiffre. Et plus vous descendez, enfin vous agrandissez votre échelle, plus vous avez un chiffre. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Désolé si je non, mais retenez-le, je peux vous donner. Alors, je peux. C'est un de mes étudiants, excellent étudiant. Elle était excellent étudiant. Maintenant, il est chef de service. Alors, vous notez Abdelmoula Al-Fhaili, 06 64 93 70 33. 5 sur 20. 06 64 93 70 33. Fhaili Abdelmoula. Il est vraiment excellent et il est très généreux. Très généreux. Il est vraiment. Ils sont basés à Rabat, dans une très belle demeure, une villa à côté du Suissi, à côté de l'hôtel Hilton.
Non, non, mais c'est une villa coloniale, pour vous dire. Donc, On est au sein du centre de recherche. là, là, en face, en face. Très bien. C'est Abdelrahim Kemmel. Je continue donc. Je vous ai montré les cases au niveau de tableau de. C'est une unité expérimentale de 9 plans par unité expérimentale. Donc, donc le 1/3, on l'a enlevé déjà après une année. Donc nous, même si c'est recommandé d'enlever, nous on a dit pourquoi pas ne pas le laisser. Donc on a encore enlevé la deuxième ligne. Donc il reste maintenant il y a qu'assez une seule ligne. Maintenant il reste une seule ligne. Donc déjà, donc ce qu'on a enlevé, ils sont restés bien. Donc il n'y a pas d'impact sur la survie ou sur donc le plastique, il peut être utilisé 8 fois. Donc je l'ai dit. Donc tu peux le prendre dans ce périmètre et l'utiliser dans un autre périmètre. Donc c'est ce qu'on recommande pour le fabricant. Mais nous, certainement, on l'utilisera encore plusieurs, comme les pneus. Donc voilà. Donc, là, pour le coup, bon, ce qu'on utilise, ce qu'on a apporté, ils sont un petit peu chers. Donc, ils ont coûté un petit peu, si je me rappelle bien, donc dans les 250, etc. dirhams par. Voilà. Mais ce qu'on utilise, parce qu'avant, il n'y avait pas un fabricant local. Maintenant, il y a une entreprise ou la gageuse qui sont utilisés par les services forestiers, par les DPF. Donc ils sont utilisés, ils sont fabriqués localement, donc par une entreprise. Donc jusqu'à présent, je crois entre 60 et 70. Mais on dit qu'avec la concurrence, ils vont arriver à 30, 40 dirhams. Donc voilà. Donc de toute façon, maintenant au niveau de l'arganerie, ils seront généralisés. Donc tous les EPS maintenant, on a et puis pour le système racinaire, effectivement, donc c'est le dis maintenant, donc on a enlevé les races. J'ai pas mis tous les je l'ai dit au début, j'ai pas mis tous les résultats, donc parce que bon, c'est juste pour j'ai pris, donc on a pris on a sacrifié certains plans au niveau des waterbox, au niveau de chaque modalité, donc il y aura des publications donc, sur ça. Je crois que c'était au... Donc, on va permettre à ceux qui n'ont pas pu intervenir au début. Je voudrais donc en fait lancer le débat avec Abdelrahim en fin de compte et puis voir un petit peu ce qui se passe. La mycorhisation utilisée, donc en fait c'est en utilisant un inoculum qui est commercialisé. Quand on utilise un inoculum commercialisé, on se pose énormément de questions. Et donc, en fait, tu les as juste, comment dire, soulevées sans rentrer dans le détail. L'approche, parce qu'il ne faut pas qu'on décourage des jeunes qui sont en train de travailler sur la mycorhisation et d'utiliser des consortiums autochtones, donc en fait sélectionnés, et qui, les premiers travaux de mycorhisation sur les plants ont été entamés par Abou Rah. Donc en fait, les années 90. C'est suivi par la suite, donc en fait, la thèse de Rachida Nouaim à Agadir avec, donc en fait, sur la mycorhisation. Et on a montré, donc à l'époque, que la sélection de quelques mycorhizes, donc autochtones, donnait un effet très important sur, donc en fait, la reprise des plants. Et Abou Rah est parti dans le type de conteneur pour réussir davantage. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, moi, je pense, donc en fin de compte, les efforts qui sont faits sur la mycorhisation et pour apporter donc un plus au développement d'un plan, que ce soit la reprise survie, donc il faut voir et aussi donc le plan l'accompagner même après, donc en fait après, au-delà de 3 ans. D'accord. Bon, comment dire, la conclusion à laquelle tu es arrivé, Abdelrahim, il faut la nuancer.
Donc, voilà. Non, dès le départ. Comment dire, un inoculum commercialisé venant de l'étranger, donc ça veut dire qu'il va réussir. Malgré la colonisation, malgré que tu as trouvé, donc en fait de compte, est-ce qu'il faut faire des investigations pour voir l'inoculum, est-ce qu'il est efficace ou pas? Ce qui n'est pas le cas de l'inoculum, donc du consortium qui est mis en place par, donc en fait qui a été mis en place par Sedouira et son équipe, et donc en fait qui est, donc bon, moi je connais l'histoire, donc et je connais la valeur de ce. Donc, bon, bon. À quoi je veux la chute. Abdrahim. Abdrahim. Si vous avez vu, elle est très efficace. C'est après. Non, mais justement, c'est après, donc en fait de compte, les travaux dont j'ai fait allusion, donc en fait donc, que j'ai cité, Abou Rouh et tout ça, c'est au-delà, c'est dans le champ. Là, je me permets parce que à l'époque j'étais encore jeune et très actif scientifiquement et j'ai rapporté la thèse d'Yann Nouaim. Bon, donc juste pour quelle est ma conclusion, donc en fin de compte, moi ma recommandation, si vous voulez utiliser des inoculums, nous avons la même approche pour les bactéries. Et on est en train de penser qu'en fait, un inoculum, même autochtone, issu d'un sol donné, on n'est pas sûr qu'il soit efficace dans un autre sol. D'accord? Donc en fait, alors, n'empirons pas la chose en achetant un inoculum étranger adapté par ailleurs. J'encourage tous les efforts qui sont faits pour l'exploration des sols donc, autochtones marocains, donc aux alentours comment dire, donc de l'arganier, et de constituer des consortiums, voire même mixtes, mycorhizes et bactéries, et de les tester dans différents environnements. Donc il ne faut pas que tu sois, Brahim, découragé pour ton travail. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, merci. C'est Saber. Donc, mesdames et messieurs, salam alaikum. Donc, je suis Saber Hamid de l'université Ibn Zor. Donc, mon axe de recherche que je fais, donc là, il est un peu loin de cette thématique. Donc là, je suis beaucoup plus sur le côté matériaux. Donc là, il y a des présentations et des choses qui m'ont tiré. Donc là, c'est l'avant-dernière présentation lorsque vous parlez de ces films plastiques, c'est-à-dire à rétention d'eau. Donc là, j'ai juste quelques questions. Déjà, la première question, donc là, comme a évoqué le professeur, c'est que lorsqu'on utilise les films, donc là, à un certain moment, donc là, ça va empêcher les racines, c'est-à-dire la croissance des racines. Donc là, ça va sur, je ne sais pas, est-ce que vous avez mené cette idée, plus ou moins cette étude. Donc là, déjà, l'implantation de ces films, c'est par rapport aux racines, parce que si j'ai bien compris, donc là, on met la plante à un jeune âge, donc là, les racines, ils ont une taille qui est très petite. Donc est-ce qu'une taille optimale, c'est-à-dire une distance entre le film et les racines, parce que le principe elle est très simple. Donc là, on va mettre de l'eau. Donc là, ce plastique-là, donc là, il va retenir de l'eau. Mais pour libérer l'eau, donc là, c'est pas simple. Donc là, il y a l'énergie de tension de surface entre la racine, donc là, qui va absorber, qui veut de l'eau. Donc là, et le film, donc là, qui va donner de l'eau. Mais à un certain moment, donc là, avec la croissance, donc là, ces racines-là, elles seront, donc là, ces films-là, donc là, ils seront bloqués par ces films, parce que en contrepartie, ça existe une autre technique. Donc là, c'est utilisé beaucoup plus dans ce qu'on appelle le corchel, ou bien, donc là, c'est les hydrogels. Ce sont des formes des particules, donc là, des petites particules qu'on va disperser. Donc là, on peut les disperser partout. Donc là, ça va donner, c'est-à-dire des résultats plus ou moins similaires. Donc là, ma question, c'est juste pourquoi vous avez opté pour ces films, parce qu'il faut être encore une fois, donc là, en termes de dimension. Donc là, j'ai entendu ce que c'est 80 mm ou bien 80 microns, oui c'est ça, donc là j'ai cru que c'est du millimètre parce qu'en faisant les nanotechnologies pour nous, donc les 80 millimètres c'est trop. Donc là c'est ok, donc là j'ai mal entendu. Donc là c'est ma première question, est-ce qu'il y a une étude par rapport à ça et le choix, généralement lorsqu'on fait un choix, donc là on fait une étude comparative. Ce que j'ai beaucoup apprécié, donc la dernière présentation de C. Abdrahim, c'est-à-dire il y a plusieurs alternatives propositions et en fin de compte ils ont opté pour le Waterbox
en tant que quelqu'un qui travaille sur les polymères et pour les plastiques, il y a une chose qui est très intéressante, parce que même dans les bouteilles d'eau, on a une date d'expiration. Cette date d'expiration, ça ne dépend pas de l'eau. Mais à un certain moment, donc là, on a la photodégradation, on a la température, donc là, le polymère qu'on a, donc là, il commence à se dégrader. Donc là, il commence à migrer quelques molécules, il va les lâcher. C'est la même chose qui va se passer dans nos waterbox, sachant qu'on a encore une fois la température. Donc là, la température va augmenter, il y aura l'évaporation. Et dans votre cas, vous avez proposé que vous n'avez pas cette condensation. Donc là, il faut être vigilant. Donc là, mener une autre étude parce que ce polymère, ce plastique, sûr et certain, donc là, il va lâcher quelques molécules. Donc là, c'est plus ou moins, donc là, les polymères, ça dépend du type de polymère. Si on utilise par exemple le plus idéal, mais c'est plus coûteux, c'est les biopolymères, c'est du PLA, donc là, c'est substances naturelles qui vont encore une fois se dégrader au-delà de 3 à 4 ans. Mais les polymères issus de du pétrole et de la biochimie, donc là, c'est un peu dangereux par rapport à ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez mené cette étude de la migration? Le waterbox, c'est qui est en plastique, ce que vous utilisez. Le polymère, c'est le plastique. Le polymère, pour le jargon des chimistes, le plastique, c'est pour les physiciens, parce que là, ce comportement plastique, plus ou moins. Donc là, c'est en général, donc là, ce sont, mais juste deux questions, c'est juste de l'ordre de compréhension, parce que ce n'est pas presque mon domaine, mais il y a l'utilisation de ce type de matériaux. Et merci. Merci. Si Faswan. Bonjour à tout le monde, donc Aziz Faswan, par hasard, je suis de l'université Ibn Zor, je suis le vice-président de l'université Ibn Zor chargé de la recherche scientifique et de la coopération. Donc j'ai deux questions qui vont être plus orientées dans le sens de valorisation des résultats de recherche-développement. Alors je commence par Madame Maryam Soufiani. Donc, votre sujet, bien sûr, il est très intéressant. Donc, qu'est-ce que vous comptez? Vous avez mis en évidence l'incursion, très important. Donc, quelle est la perspective? Est-ce que vous allez valoriser ce consortium? D'autant plus, vous êtes à Marrakech, si j'ai bien compris. Donc, à Marrakech, il y a une cité d'innovation. Donc, est-ce qu'il faut oser, peut-être innover et solliciter les responsables de la cité d'innovation? Pourquoi pas ne pas penser à incuber et aller dans ce sens-là. L'autre question, bon, c'est plus académique un petit peu. Vous avez mis en évidence l'activité phosphatase. Elle est induite. À partir de quel moment elle est induite cette activité? Et est-ce que vous avez fait l'extraction ou bien c'est juste une détection des résultats? L'autre question, de manière générale aussi, c'est Ferdows. Donc, vous avez utilisé des polymères et j'ai remarqué que ces polymères sont importés, c'est ça? Sont importés de l'extérieur? Tous. Et là aussi, j'ai cette fibre-là, comment on peut valoriser ces polymères et est-ce qu'on peut travailler à travers d'un consortium universitaire cette fois-ci, pas microbien, et je pense que comment on peut valoriser ces résultats et pencher à produire ces polymères au niveau national et il faut qu'on arrête un petit peu d'importer. Nous avons suffisamment de compétences au Maroc et je pense qu'on peut travailler dans le domaine. Merci. Merci. C'est Gaboun. Madame Gaboun, pardon. Donc, merci Monsieur le Président. Donc, je tiens à féliciter les intervenants pour les excellentes présentations. Donc, j'ai une petite question pour Madame Cheima. Donc, tu as travaillé sur deux grandes régions, c'est-à-dire Gulmim et Essaouira, et tu as essayé de faire les comparaisons seulement entre ces deux régions, alors que normalement, pour chaque région, il y a des sites de prélèvement qui sont différents. Je ne sais pas si tu as évalué aussi la variabilité à l'intra, c'est-à-dire à l'intérieur de la région, par exemple au Gulmim et à l'intérieur de la région de Essaouira, parce que ça doit être très très intéressant pour voir l'apport de la variabilité intra par rapport à l'inter. D'accord? Merci. Donc j'ai une autre question, ce n'est pas une question, c'est une petite remarque à M. Ferda aussi. Donc concernant le protocole expérimental, c'est vrai, c'est un criss-cross, mais malheureusement, ce n'était pas aléatoire, c'est systématique. Donc criss-cross, mais systématique au sein de blocs. Mais entre les blocs, ça doit être aléatoire. Moi, sauf si je n'ai pas fait la... Ça, c'est le split plot. Non, split plot, parce que split plot, tu as deux facteurs. Le premier facteur, c'est les grandes parcelles. Le deuxième, c'est au sein de la parcelle.
concernant le criss-cross, c'est vertical, c'est-à-dire les deux facteurs sont en même pied d'égalité. Donc, tu partages le bloc d'une façon verticale, puis pour le deuxième facteur, horizontal. D'accord? Mais donc pour le bloc, ça ne pose pas de problème, c'est très bien. Mais lorsque j'ai vu entre les deux... Ça veut dire le bloc doit être différent du bloc? Oui, alors que tu as... Ah non, non, c'est pas pour le bloc, pour chaque bloc. C'est pas pour l'ensemble de blocs. Non, parce que c'est la même chose que split plot. Les blocs, ça doit... Non, c'est un criss-cross, mais au sein de le bloc 1. Mais le bloc 2, ça doit être aléatoire, ça ne doit pas être la même chose que le premier bloc. C'est-à-dire, l'affectation, ça doit être aléatoire من bloc le bloc. C'est la même chose que split plot. Abdelrahim, après. D'accord. Donc, concernant la deuxième remarque, que tu as dit, voilà, lorsqu'il a présenté les résultats, donc, je n'ai pas présenté les interactions parce qu'ils vont alourdir le tableau. Donc, mais ça doit être indiqué parce que les interactions, c'est très intéressant. Parce qu'une fois que l'interaction est significative, on ne peut pas conclure sur les effets simples. Donc, on doit faire des analyses, par exemple, par amendement ou par niveau d'irrigation. Donc, ça doit être important aussi de les mentionner ou dire que ce n'est pas significatif. Donc, merci. D'accord, merci. Alors, salam alaikum, je suis doctorante à l'université de Chaïb Toukali. J'ai une toute petite question pour Madame Sofiani. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous travaillez sur un consortium déjà prêt. Sinon, comment vous arrivez à faire l'extraction à partir du sol des spores ou bien des mycorhizes? Merci. Karim. Salam alaikum. Je suis Karim Rabh du laboratoire de microbiologie et biologie moléculaire à la faculté des sciences de Rabat. Tout d'abord, je tiens à féliciter les intervenants pour leurs présentations qui sont claires et nettes. Alors, ma première question, c'est pour Sheima. Donc, dans ta présentation, tu as mentionné que tu as donc, évalué le comportement de l'arganier, donc de provenance de deux régions, donc, bien entendu contrastées, Essaouira et Guelmim. Donc, tu as comparé différents paramètres biochimiques, physiologiques, écophysiologiques et morphologiques. Alors, ce qui m'a interpellé plus, c'est les paramètres écophysiologiques, surtout donc, la teneur en chlorophylle. Donc, tu as donc, la teneur en chlorophylle moins importante à Essaouira donc, par rapport à Guelmim. Donc, est-ce que ce résultat est normal? Donc, est-ce qu'on peut considérer donc, la teneur en chlorophylle comme indicateur de stress hydrique? Ma deuxième question, c'est pour Myriam. Donc, le choix donc, de la période d'inoculum, donc 25 mois. Pourquoi n'est pas moins? Pourquoi pas plus? Est-ce que c'est la période optimale donc, pour différencier entre l'inoculé et non inoculé? Et merci. Madame Kennedy. Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque à Madame Sofiane et Myriam. Donc, Myriam, avant l'application de l'inoculum sur tes arganiers, je te conseille de tester l'inoculum, soit la souche Rhizophagis ou irregularis, et le consortium sur une plante mycotrophe pour savoir l'efficacité de la mycorhisation 1. Et c'est le consortium d'un mélange de substrats. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que le consortium, il y a d'autres micro-organismes qui se trouvent dans le substrat. Alors, selon les recherches, il est souhaitable de travailler avec une souche pure pour assurer de la mycorhisation d'ailleurs.
Merci. À vous de répondre. Oui, oui. Bon, je commence par les remarques de notre cher ami Sefilali. Donc, pour les mycorhizes, c'est vrai. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut essayer les mycorhizes de chez nous. Donc, voilà. Mais je crois que j'ai un petit peu expliqué le contexte de l'étude en général. Ce qui est arrivé, c'est que au niveau de la direction de les eaux et forêts, donc on a des recommandations منديرو في les CPS. Ça veut dire il a dit لي انا مثلا راه les mycorhizes ils ont donné des satisfactions خصو فين نلقاهم. Donc انا قاعد درت un consortium local. Il a planté 500 hectares ou 1000 hectares ou شي حاجه فين غادي يجيبوها. Donc alors que celui qui est comme donc c'est le travail des gens, des spécialistes les mycorhizes. Donc comme madame ou la ado ils doivent travailler pour nous باش يكون عندنا النيوكيلوم acheter quelque part ولا شي حاجه. Donc voilà. Donc هذه دابا حنا لحقاش كيما قلت لك. Donc انا c'est moi qui a cherché, donc j'ai fait une recherche pour trouver quelqu'un qui peut me procurer l'inoculum. Je le connais, c'est mon ami. لا ولكن واش انا غنقول ليه عندي لا بيبينيير في اونارا كدير 1 مليون دو بلون غادي يعطيني لينوكولوم بور انوكولوم 1 مليون دو بلون. سي سا لو بروبليم. دونك حنا اون دوا حنا لادمينستراسيون واقفه علينا كتقول لنا قولوا لنا اشنو نديروا. دونك الا بغيت نقول لها لا ميكروزاسيون خصني نقول لها منين نجيبها. تي فوا غير هذه غير سي بور ولكن مالغري سا دونك هاد لينوكولوم راه الا au niveau de la pépinière il a donné وكيما قلت لك راه certainement il aura un meilleur effet اللي يكون كانت une année normale sûr دابا il a pas plu une goutte. Voilà donc voilà ça va. Non, là c'est pour la réussite. Là c'est pour la réussite. Là, même pour une année normale. شوف il a une plantation d'organique غادي يكون عندنا beaucoup de mortalité. Ou certainement la mycorhisation غادي améliorer le taux de reprise. هادشي اللي بغيت نقول لك. Donc c'est pas ولكن ملي كيكون aucune goutte d'eau في l'année راه دير لا ميكروزاسيون دير لاموندمون دير اللي بغيتي دير الا ما عطيتيش الماء ما غاديش. دونك هذا هو ليدي. دونك بالنسبه بون لي بوليمير امبورتي دونك سي لا ميم شوز il a fallu هادو دابا لي بوليمير كاينين ولكن il a fallu chercher je sais pas comment اللي عنده لا فرانشيز دونك parce que il y a un seul بحال لو بوليتير il y a une seule entreprise في كازا اللي عندها l'accord مع l'entreprise mère. Donc tu dois l'acheter عندها. Ah oui, c'est comme ça. اما الاخرين مازال water retainer il nous a été donné gracieusement par le fabricant pour les essais. Donc sinon c'est comme ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, il faudra penser à les produire localement, etc. Donc voilà. Donc pour le criss-cross donc parce que ça va prendre suite, donc c'est un débat un petit peu donc voilà. Alors pour répondre à la question est-ce que le plastique ça va empêcher le développement des racines de l'organique, donc
nous, on a fait la transplantation des plantes, c'est pas directement sur le plastique. Donc, on a mis le plastique et on remet le sol d'environ de 30 cm. Puis, on fait la transplantation des plantes d'organiques. Et puis, on complète jusqu'à 60 cm du sol. Donc, on va faire la transplantation, c'est pas directement sur le plastique biodégradable, pour faire laisser un espace suffisant pour le développement racinaire. Et concernant la membrane, est-ce qu'il y a une affinité de l'eau plus que les racines de la plante? Donc, si oui, donc à un certain moment, on aura la libération de l'eau qui est bien sûr sur le plastique, qui est attaché sur le plastique vers les racines. Donc à un certain moment, ça va détacher. Donc je crois que je réponds à vos questions. Concernant la première question de monsieur sur les perspectives du consortium Rizargan, oui, c'était ça l'objectif de notre thèse, c'est-à-dire se diriger vers le champ. Et c'était un petit peu un essai. Ma thèse, c'était un essai sur est-ce que les mycorhizes vont réduire le séjour au niveau des serres. On connaît tous que l'arganier a une croissance très très lente. Et donc à travers ce consortium, il nous a aidé à réduire la croissance de l'arganier d'à peu près 6 mois. C'est-à-dire, arganier à 1 mois, elle a une hauteur bien précise, et grâce au consortium Rizargan, la hauteur qu'on a à 1 an, on a aujourd'hui à 6 mois. Donc on peut réduire le séjour au niveau des serres pour se diriger bien sûr au niveau des champs et compléter l'expérience. Concernant la deuxième question sur l'activité des phosphatases, oui, c'était effectivement sur des extractions sur les racines et le sol rhizosphérique. Concernant la question de mademoiselle, l'extraction du sol du consortium, en fait, la fréquence et l'intensité se font sur les racines et non au niveau du sol. Et donc, l'identification ou la mesure de ces deux paramètres, c'est au niveau des racines et non pas du sol. Donc, ça n'a rien à voir de l'origine du consortium. Est-ce que c'est mon consortium ou c'est apporté d'ailleurs? Pour la question de M. Karim sur le choix de 25 mois, c'est un petit peu aléatoire parce que j'ai déjà mentionné à madame qui a sorti. J'ai déjà fait l'inoculation, j'ai suivi pendant 13 mois jusqu'à obtention des différences entre un petit peu les deux inoculums. Et après, j'ai appliqué le stress hydrique pendant 1 an. Et donc 12 mois plus 13 mois, ça fait 25 mois. C'est ça. Merci. Notre ami Sefswan, donc en fait, recommande aux étudiants de voir le concepteur de la cité d'innovation d'El Marrakech. Et donc en fait, c'est entre de bonnes mains et la question n'est pas négligée. Sois-en sûr. Mais ton message est important pour les jeunes. Donc en fait, quand on fait un travail, quand on arrive à mettre en place des inoculums, tester, ainsi de suite, il faut penser à la valorisation. Et Sidouira l'a fait. Et donc en fait, il a directement. Je crois que parmi les recommandations de Microfilm, c'est justement encourager les chercheurs d'INA à incuber, et les aider, les encadrer. Il y a la cité d'innovation d'Agadir, il y a Marrakech, il n'y a pas de souci. Il faut pas qu'on laisse l'étudiant après sa thèse. Et on ne peut que gagner. Les startups en Europe, parce qu'on y pense. Et je crois alors normalement pour cette présentation, j'ai choisi que 2 sites pour que ce soit un peu léger. Mais en réalité, on a travaillé sur 6 sites, dont 5 sont des zones vulnérables
Et un site, c'est un site qui se trouve, c'est un domaine expérimental dont on a des organiques qui sont domestiqués. Alors, l'originalité de ce travail, normalement, c'est qu'on va travailler site par site et on doit comparer entre les arbres dans chaque site et par la suite entre les sites en sa totalité. Et puis, les sites, les critères sur lesquels on a choisi les sites, ce sont des sites qui sont vulnérables, dont on a l'arganier qui se trouve à la limite, donc la limite des forêts de l'arganier. Donc ce travail par la suite sera renforcé en termes de génotype pour savoir s'il y en a aussi l'effet de génotype vis-à-vis de la résilience au changement climatique, ainsi que ces diversités génétiques donc on a l'arganier qui est connu par ce caractère. Donc avec la séquestration de carbone, c'est déjà l'objectif global de notre projet, et en même temps avec la qualité d'huile et en même temps avec la qualité des coques. Donc si on peut valoriser tous ces aspects par rapport à l'arganie. La deuxième chose, c'était pour le monsieur. Oui. Normalement, vous avez dit que Glimim a dépassé Sabra en termes de chlorophylle, alors que normalement, c'est le contraire. C'est le contraire, oui. Et je pense, selon les études statistiques, qu'on a vraiment l'effet de... qu'on peut prendre ce caractère autant qu'indicateur du stress environnemental, je dirais, donc la sécheresse. Surtout qu'on a, donc, si on prend les Sawera et Glimim, on a un gradient d'aridité qui est décroissant. Donc pour vraiment bien développer ceci, donc il faut prendre pas mal de régions et de prendre en considération, comme vous avez dit, l'intra et l'inter, les paramètres intra et inter entre les arbres et les sites. C'est bon? Oui, ouais, j'ai effectué les analyses déjà, c'est juste question de valorisation et tout. C'est bon. Non, le débat est très intéressant. Maintenant, il y a deux stratégies. Bon, maintenant, un brevet aussi, il faut penser au coût, ça coûte cher. Donc, et ça, soit à l'étranger ou même au Maroc. Maintenant, les universités marocaines, bon, ils peuvent déposer un brevet, mais au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après, bon, nous, on ne paye pas un brevet qui n'a pas de preneur sur le marché. Et maintenant, j'étais à l'étranger, j'ai assisté à un autre débat, une autre stratégie, que maintenant, l'université ou bien une école, on n'a pas besoin de breveter. On a besoin de trouver un partenaire, un industriel. Et un industriel qui veut investir dans ce projet. Et la contrepartie, c'est tout le monde est gagnant. Le partenaire, l'industrie marocaine est gagnante. Et l'université, moyennant si elle développe le sujet, etc., c'est bien. Parce que même si on le vend une fois et après c'est fini. Par contre, si on gagne confiance des entreprises et ils viennent, d'accord, il dit moi j'investis dans la recherche et tout, et je vais exploiter ces résultats. Et tout le monde est gagnant dans ce sens-là. Je vais passer la parole à Miriam pour qu'il nous fasse une synthèse de tout ce qui a été dit. D'accord. De ma part, je remercie les exposants et aussi l'audience. Eh bien sûr, je vais essayer. Je ferai de mon mieux. D'accord. Alors, je vais essayer de faire le tour un petit peu sur l'ensemble des présentations. Pour être bref, alors mademoiselle Sheima Afi avait présenté un petit peu, avait souligné l'effet de l'aridité sur l'arganier en travaillant sur 2 sites, Glimim et Souera. Et là, essayé de souligner un petit peu l'effet de cette aridité sur des aspects morphologiques, écophysiologiques et biochimiques. Alors, par rapport à la présentation de mademoiselle Miriam Soufiani, elle a en quelque sorte appliqué un consortium mycorhizien, Rhizargen, pour évaluer son efficacité sur des plants, des semis de l'Rsas et Admim, et il a trouvé également des effets significatifs sur les différents aspects évalués, que ce soit morphologique, physiologique et aussi biochimique, je crois. Par rapport à la présentation de M. Boujma Fasseh,
il a traité un petit peu l'effet combiné de deux méthodes, la méthode de Swart et le compost, l'application du compost sur des semis également, et il a trouvé des effets significatifs, soit en utilisant la méthode Swart ou bien on l'utilise en combinaison avec le compost. Et en ce qui concerne la dernière présentation de M. Ferradouz, il a un petit peu combiner les différents aspects présentés, que ce soit compostage, que ce soit utilisation des waterbox et des amendements. Là aussi, Ferradouz, à travers sa présentation, montre que l'utilisation des waterbox a permis d'avoir un taux de reprise qui est de 93%, je crois, avec un effet très significatif de l'irrigation. C'est le seul paramètre qui a impacté la reprise des plants. Donc, en ce qui concerne les recommandations, là aussi, je vais être brève. Et je vais commencer par la première recommandation qui est celle d'unifier et générer des chiffres en ce qui concerne la superficie de l'art gagné. Et on va mettre dans la recommandation le contact que Sistaber nous a donné, celui de M. Abdelmoula Al-Fahili. La deuxième recommandation, c'est celle de Sylvie Lali qui met en lumière l'importance d'utiliser des inoculums autochtones au lieu d'opter pour des inoculums importés, vu que l'utilisation des inoculums commercialisés ne peut pas à 100% avoir un effet. C'est-à-dire peut-être que l'utilisation d'un inoculum autochtone peut avoir plus d'effet. Donc la troisième plutôt recommandation, c'est le fait d'accompagner les résultats de recherche et à travers leur incubation dans des projets. Et ceci est dédié, je crois, aux cités d'innovation, situées liées ou là annexées les différentes universités. Donc, on a en cinquième, j'ai noté la cinquième recommandation, là aussi c'est celle des polymères importés, c'est-à-dire il faut éviter d'utiliser tout ce qui est importé, optant pour le produit local. Il sera peut-être plus bénéfique pour nous et pour notre pays. Et c'est ça. Je vous remercie. Merci à vous. Il y aura des tables rondes.